Donc, pour la deuxième partie, on va accueillir des représentants de 3 organismes communautaires de 3 régions différentes. Donc, on est vraiment contents. On a quelqu'un du Bas-Saint-Laurent, de Lotbinière et de Portneuf. Donc, je commencerai par accueillir Samuel, qui est déjà venu, Samuel Siri, qui est déjà venu à cette table à d'autres occasions, qui travaille à Accès Travail Portneuf. Donc, il est responsable des travailleurs étrangers agricoles et il s'occupe aussi des ateliers de francisation. Donc, il va nous parler des effets sur le terrain de tout ce qui se passe au niveau politique. J'ai ensuite Vincent Duplessis-Masson qui est voyagé depuis Rimouski ce matin. Donc, merci Vincent, qui est agent de soutien à l'accueil et intégration du Bas-Saint-Laurent. Donc, qui s'occupe de différents volets, il va nous en parler. Et finalement, Laura Métivier, qui est coordonnatrice à Carrefour Emploi Lotbinière, et sa collègue Amélie Séguin, qui est conseillère à l'intégration au même endroit. Donc, elles vont se partager le temps de parole. Donc, par la suite, je vais inviter Eugénie à gérer la discussion. Eugénie, qui est à DTNF, qui est souvent avec nous ici, donc qui est responsable de la recherche de cet organisme, et qui est très active sur le dossier de l'action constitutionnelle pour la fin du travail non libre, donc les permis fermés. Et après tout ça, on va avoir Gabriel Bergerin-Estable, qui est le représentant du bureau de circonscription de Joël Lacombe, qui est aussi un partenaire de notre projet. Gabriel est aussi étudiant à la chaire à la maîtrise et conseiller en immigration, qui va nous faire une petite synthèse aussi des points forts de la discussion. On a tout ça en 40 minutes, c'est parti. Avec Samuel et je vous laisse signer. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous parler un peu de la situation de la francisation, surtout dans la région de Portneuf où je travaille. Je vais vous parler de ce qui s'est passé effectivement sur le terrain, un peu la situation en général. J'ai aussi un point de vue comme d'un élève et aussi d'un professeur. Mais je vais commencer avec une petite mise en contexte. Dans Portneuf, il y a juste une place pour faire la francisation en présentiel, que c'est le centre de formation professionnelle de Donnacona. Il n'y a pas un plan B. Il reste toujours la francisation en entreprise pour les travailleurs, mais il y a toujours comme des longues listes d'attente. Avant les coupures, que c'était en fin octobre 2024, il y avait 7 classes dans Portneuf, 3 classes le jour, que c'était principalement pour les conjointes et conjoints de travailleurs à temps plein, et 4 classes le soir, c'était plus pour les travailleurs qui à la fin de la journée de travail allaient en francisation. Les nationalités plus représentées, je dirais que c'était Colombie et Mexique. Il y avait aussi des Guatémaltèques, c'était surtout les travailleurs agricoles qui à la fin des journées de travail allaient en francisation. Tunisie, Algérie, Marocains et Philippines. Tout ça a commencé, je dirais, en septembre 2024 avec la coupure de l'aide financière pour le temps partiel. Là, déjà, comme 10-15 personnes ont décidé comme d'arrêter la francisation pour cette cause-là. Et à fin octobre, on a eu comme la coupure complète de la francisation. On n'a pas eu comme 3 mois, je dirais 3 mois sans francisation. Les élèves sont restés comme sans service et la situation a amené comme des conséquences, je dirais, quand même assez importantes. Surtout, principalement, une incrémentation des inscriptions de cours en ligne, surtout les FEL, mais là aussi, il y a encore des longues listes d'attente. Des élèves ont décidé d'aller vers Québec pour essayer de trouver des places dans d'autres structures, mais là aussi, il n'y avait pas beaucoup de disponibilité. Des familles ont décidé aussi de déménager, d'aller vers des provinces anglophones. C'était principalement comme des Philippins, vu qu'ils arrivent déjà avec un niveau d'anglais, je dirais, au moins intermédiaire. Et pour tout le monde, c'était quand même une situation de stress. Les élèves que j'ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils pensaient que c'était juste la première étape d'une longue liste de mesures de restriction à l'immigration. Les professeurs aussi dans les CFP sont passés de 8 à 3, les classes de 7 à 2, ils ont gardé juste des cours jusqu'au niveau 4. Niveau 4, ça veut dire que c'est juste pour des débutants. Aujourd'hui, pour avoir la résidence, on a besoin comme d'un niveau 7. Avant, c'était possible de suivre des cours jusqu'au niveau 7-8, mais aujourd'hui, c'est possible jusqu'à 4. Je dirais aussi que les Maghrébins ont été comme exclus, je dirais, presque à 100% de la francisation, vu qu'ils arrivent avec un niveau de français intermédiaire déjà, et comme maintenant ils se sont focalisés juste sur les débutants, les Maghrébins ont été exclus, je dirais, presque à 100%.
Les listes d'attente aussi, environ, avant, on avait besoin comme de 3 mois pour avoir une place en francisation. Maintenant, ça va presque un an. Et je dirais le problème principal pour les élèves, c'était aussi les allocations. Un élève à temps complet en francisation reçoit environ $1 200 par mois et du jour au lendemain, il se sont retrouvés à la maison sans francisation, sans argent. C'était quand même du stress et aussi comme des situations financières difficiles. Après, j'ai fait comme une petite entrevue avec une élève pour avoir comme son point de vue un peu la lanterne. Elle m'a dit qu'elle, avant le cours, elle vivait déjà comme tous les changements en matière d'immigration avec un certain stress. Et la coupure de la francisation, elle ne se l'attendait pas. C'était du jour au lendemain. Les professeurs ne savaient pas, les élèves ne savaient pas. C'était pas prévu. Elle a dit que c'était quand même comme... elle a développé des symptômes d'anxiété, de dépression. Elle m'a dit, nous, on a besoin comme d'apprendre le français pour trouver un bon emploi. En Colombie, je suis professeur et pour travailler dans une école ici, j'ai besoin d'un niveau de français élevé. Elle a dit que soudainement, elle a vu tomber tous ces projets à l'eau. Elle ne pouvait pas avoir comme le niveau de français pour demander la résidence. C'était plus difficile de trouver comme un bon emploi, comme elle disait. Elle se posait comme la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme elle avait comme son projet, son chemin, apprendre le français, demander peut-être un jour la résidence, travailler dans une école, mais ça a changé d'un jour à l'autre. Et elle a dit qu'elle a commencé à chercher aussi comme un emploi, mais les entreprises en ce moment, ils demandent toujours un niveau de français plus élevé. Avant, peut-être avec un niveau de débutant, elle pouvait trouver comme un emploi, mais aujourd'hui, c'est plus intermédiaire avancé. Mais elle a dit que la francisation, c'était comme un outil essentiel pour, dans l'expérience qu'elle a eue ici, qu'elle a appris beaucoup, qu'elle a eu quand même la chance d'aller jusqu'au niveau 6. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle ne sait pas si elle peut rester et peut-être que tous les efforts qu'elle a mis comme dans la francisation ne serviront à rien parce que peut-être qu'elle est obligée de retourner chez elle. Côté des professeurs, j'ai fait comme une petite interview avec un professeur aussi. Elle m'a dit que c'était comme un peu dramatique pour les élèves. Il avait beaucoup d'émotions, mais pas comme un sentiment, je dirais, de colère. C'était plus de la compréhension et l'acceptation. Pour les professeurs aussi, c'était très insécurisant parce qu'elle m'a dit que c'est comme si sa profession était jugée plus nécessaire. Et plusieurs professeurs ils se sont aussi réorientés parce que le CFP, quand il y a eu comme la coupure, c'était le mois d'octobre, a offert comme des contrats dans d'autres domaines pour les professeurs. Et en février, au moment de retourner en francisation, plusieurs professeurs ont décidé de rester ailleurs plutôt que de revenir en francisation. Et elle dit aussi qu'il y a comme un enjeu pour les étudiants du bac en enseignement du français langue seconde parce que probablement beaucoup vont se réorienter aussi et ça risque de créer comme une perte d'expertise. Peut-être si dans des années le gouvernement va décider de faire repartir la machine de la francisation, il va avoir comme une pénurie de professeurs probablement. Et elle termine en disant que la francisation est indispensable pour les nouveaux arrivants qui arrivent au dans Portneuf mais au Québec en général pour les aider à s'intégrer dans la société, dans la culture, à se relationner avec les voisins. Et je dirais en conclusion que c'était comme un coup dur pour un peu pour tout le monde, pour les élèves, pour les professeurs. Et déjà, comme je disais avant, comme les Maghrébins se sont retrouvés exclus, je dirais presque à 100%. Aujourd'hui, c'est plus des gens qui viennent des Philippines, les Philippins qui sont restés, et aussi des hispanophones. Des familles ont décidé de déménager vers des provinces anglophones. Et je dirais que si les gens regardent le futur, ils vivent ça comme avec un fort moment de précarité. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Vincent, je suis intervenant à l'accueil, à l'intégration des personnes immigrantes dans la région de Rimouski, à l'organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent. Mon rôle textuellement, c'est agent de soutien à l'immigration. Donc, j'accompagne tout type de personnes en statut temporaire. J'accompagne aussi les personnes demandeurs d'asile, sans statut, visiteurs, mais aussi les personnes réfugiées, prises en charge par l'État, les personnes réfugiées. Donc, je touche vraiment un peu à tous les pans de la communauté immigrante de la région du Bas-Saint-Laurent. Là, j'ai peu de temps, donc je vais me concentrer sur des choses qui vont peut-être un peu moins être nommées ou qui ont moins été nommées. Donc, plutôt sur les travailleurs étrangers temporaires pour l'instant. J'aurais plein de choses à dire sur plein d'autres types de statuts. Croyez-moi, on pourrait parler pendant 3 ans. Mais bon. Donc, je suis un peu stressé.
Premièrement, il y a beaucoup de changements qui ont été nommés, mais il y en a des petits qui n'ont pas été nommés aujourd'hui que j'ai envie d'amener quand même de l'avant. Notamment celui que je trouve le plus dommageable, qui est le fait que les personnes avec un statut de visiteur ont perdu le droit de demander un permis de travail. Je sais que ça a été quelque chose qui a été acquis pendant le COVID, mais c'était franchement une mesure facilitante pour les gens en perte de statut que de pouvoir se dire que je peux retomber sur un statut visiteur pour ensuite me relever un peu plus tard. C'est une gigantesque perte de droits humains qu'on vit ici avec ça. Ensuite, il y a la hausse du salaire médian au Québec à 32,96 $. Ça s'est passé juste avant tous les gros changements qui ont eu lieu, qui visent toujours les travailleurs étrangers temporaires à bas salaire. Alors, le seul but de cette mesure-là était effectivement de rajouter une plus grande partie de la population dans la case de la précarité en augmentant le salaire à ce niveau-là, qui est 32,96 $, donc que peu de gens ont. Donc, ça met la grande majorité des personnes en situation de travail fermé ou ouvert dans la catégorie des bas salaires. Deux choses que je voulais nommer qui sont, selon moi, importants. Ensuite, je vais aborder quelques changements majeurs qui ont été faits en nommant quelques conséquences directes que je peux voir chez les gens. Donc, les fameuses restrictions sur le permis ouvert pour les accompagnateurs de la famille. Ça, c'est majeur. Ils ont réduit de beaucoup les postes admissibles. Donc, on parle maintenant des postes au FER 0 et 1. Pour ceux qui connaissent. Et puis, dans les catégories 2 et 3, on a mis des listes de postes très détaillées qui sont très réduites. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà ici avec leur famille et qui ont perdu le droit de renouveler le permis que leur famille a déjà. Il y a des gens dans cette situation-là, donc, qui doivent quitter ou qui doivent trouver d'autres alternatives. Il y a aussi dans le même changement l'obligation que la personne demandeur principale ait 16 mois de durée supplémentaire sur son permis au moment de la demande. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont annoncé quelques semaines avant? C'est que les permis de travail de bas salaire, désormais, allaient avoir seulement 12 mois. Donc, même si on a un poste avantageux, on ne pourra plus avoir accès à ce permis-là. Donc, ça met énormément de gens, de familles, je dois dire, dans des situations précaires. J'en accompagne plusieurs, d'ailleurs, qui ont dû partir. Ensuite de ça, les gels pour le PSTQ, les programmes de résidence permanente de CSQ. Qu'est-ce que ça fait, ces gels-là qui sont prolongés? C'est que ça fait en sorte qu'il y a des gens qui auraient été admissibles à présenter une demande, qui maintenant ne peuvent pas le faire. Et donc, ils se voient dans l'obligation de renouveler leur permis de travail. Avant, il y avait le plan d'avoir le CSQ puis la résidence permanente avant l'échéance de leur permis. Ces personnes-là, maintenant, se retrouvent devant une situation où est-ce que peut-être ils peuvent pas renouveler leur permis à cause des nouvelles mesures. Notamment les mesures à Montréal avec l'impossibilité de faire un EIMT. Chez nous, ça ne nous touche pas pour l'instant, mais avec les mesures de réduction des travailleurs dans les usines, dans les entreprises. Alors, on se retrouve avec des entreprises qui ne peuvent plus renouveler les permis de tous leurs travailleurs. Et donc, ils doivent faire des choix. OK, c'est dur pour l'entreprise, définitivement. C'est dur pour le Québec financièrement. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est aussi dur pour les travailleurs au sein de l'entreprise parce que ça crée de l'inéquité entre les travailleurs. Pourquoi toi, tu es arrivé après moi, puis moi, je dois quitter? Ça crée des climats de travail qui sont franchement néfastes. Mais ça fait aussi en sorte que, étant donné qu'on ne peut pas se cacher, il y a deux niveaux de citoyens au Canada. Il y a les permanents, puis il y a les temporaires, et puis il y a un traitement différencié. J'aime pas dire ça, mais c'est la réalité qu'on observe. Ça veut dire que les travailleurs étrangers temporaires qui demeurent dans ces entreprises-là, qui ont vu leurs effectifs grandement réduits, vont se retrouver à faire des tâches de plus en plus ingrates, vont se retrouver à prendre une charge de travail de plus en plus lourde et vont voir leur qualité de vie baisser drastiquement. Voilà. Je tourne ma page. Il y a aussi les délais de traitement qui ont augmenté énormément pour les EIMT, les CAQ, les permis de travail. J'ai ici, là, en date de la semaine dernière, que c'était 81 jours ouvrables pour obtenir un EIMT. Donc ça aussi, ça pose vraiment problème. Pourquoi? Maintenant qu'on se trouve avec des permis de travail de 12 mois, on compte 81 jours pour le IMT, on compte 100 quelques jours pour le permis de travail, on dit de faire les démarches environ 5 mois avant, les gens se retrouvent constamment, systématiquement, dans des mesures de renouvellement de permis, donc dans un stress intense, à toujours regarder les nouveaux changements, à toujours se tenir informé. Donc, moi, ce que j'observe dans mon bureau, si je vous mets un peu dans l'ambiance de mon bureau, tu sais, c'est des questions récurrentes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à venir ici? Pourquoi je continue à me battre pour être ici alors que personne veut de moi? On l'entend énormément. Dans les journaux, les gens entendent ça, que comme mon collègue ici l'a bien dit tantôt, les immigrants sont la cause de tout. Donc, pourquoi je continue à me battre alors qu'en plus, le gouvernement me met des bâtons dans les roues à chaque semaine ou à chaque 2 semaines? Là, j'ai même pas encore parlé des étudiants ici, là.
Ensuite, si on reste dans les travailleurs étrangers temporaires, on peut penser au permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, qui existe pour ceux et celles qui savent pas, pour les gens qui ont un permis fermé et qui vivent de l'abus, ils peuvent demander ce permis-là. Heureusement, le gouvernement a revu un peu sa façon de traiter ces demandes-là, parce qu'on est passé d'un délai de traitement qui était de 7 à 8 mois, ce qui est terrible, à un délai de traitement qui ressemble à 1 mois en ce moment. Par contre, ce permis-là met quand même les gens dans l'obligation de retrouver un autre permis de travail fermé par la suite, étant donné que le fameux PTOV, qu'on appelle le permis vulnérable, n'est valide que pour 12 mois en général, parfois 6. Qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve dans cette situation-là? C'est qu'on a l'obligation même si le gouvernement nous a tendu la main pour nous aider à nous relever, on a l'obligation de se retourner vers une autre situation potentiellement problématique. Je connais pas la situation dans les plus grandes villes, mais dans la région, les entreprises avec les permis de fermer, ils ont un haut taux de problèmes de gestion. Disons, il y a beaucoup de travailleurs qui vivent des situations dramatiques. Et donc, les gens sont très peu enclins à aller se relancer dans cette roue-là, donc ils vont vouloir quitter vers d'autres régions parfois. Il y a aussi encore beaucoup de discrimination, comme on est une région avec où est-ce que l'immigration est un phénomène un peu plus récent, on pourrait dire, il y a encore beaucoup de discrimination à l'embauche. Donc, c'est très, très, très dur, même quand tu as le permis de travail ouvert, vulnérable, de trouver un autre emploi. J'en connais tout plein qui ont dû quitter, même après avoir obtenu ce permis-là, ou qui ont dû se résoudre à prendre un emploi dans une entreprise qui savait malsaine et qui par la suite devrait pratiquement redemander un autre. Donc, ça, c'est quelque chose que je constate par rapport aux travailleurs étrangers temporaires. C'est bon. Juste par rapport aux étudiants, quelque chose que je voudrais dire, les changements par rapport au permis de travail post-diplôme ont fait énormément de dommages envers des gens qui croyaient être admissibles à un permis qui par la suite ne le sont plus et donc ne sont pas encore admissibles au PEC diplômés, donc se retrouvent dans l'obligation soit de quitter, de faire une demande de permis de travail fermé en attendant que le programme réouvre. Je vous laisse avec un exemple d'une famille que j'accompagne qui est vraiment frappant pour moi. Donc c'est une famille avec des enfants, des professionnels qui travaillent depuis plusieurs années quand même à Rimouski. La dame est en permis d'études en diplôme d'études professionnelles. À la fin de son diplôme, elle se rend compte qu'elle n'est pas admissible au permis de travail post-diplôme à cause des changements qui ont eu lieu. Donc, elle se tourne vers un permis de travail fermé. Pendant ce moment-là, il y a les mesures par rapport au conjoint qui sortent. Elle ne peut plus faire venir son conjoint, qui était déjà ici, et ses enfants dans son travail. Son conjoint se tourne donc vers un permis fermé. Son poste non plus n'apparaît pas. Donc, ils ne peuvent pas faire venir leurs enfants. Ensuite de ça, étant donné que les programmes de résidence permanente étaient gelés, ils n'ont pas pu faire des demandes de CSQ dans les temps qui auraient peut-être pu les aider à s'en sortir. Et puis, en plus de ça, leurs emplois n'étaient tout d'un coup plus admissibles au traitement simplifié de l'EIMT par le MIFI. C'est des changements qui ont eu lieu en mars. Au final, ils ont essayé 3 démarches différentes et ils ont dû partir. Ils sont partis. Avec 4 enfants, 2 adultes complètement professionnels qui ont contribué au Québec pendant des années. Ils sont partis le cœur brisé, dans l'espoir qu'un jour, ils puissent revenir avec la résidence permanente en faisant une demande de l'extérieur. Mais ça, c'est le genre de demande qui arrive énormément. Donc, je m'arrête parce qu'il faut que je m'arrête. Mais merci. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Laura Mitier, je suis la coordonnatrice du Carrefour Emploi Le Binaire, donc un organisme communautaire qui se spécialise en employabilité depuis près de 30 ans et depuis 2004 en immigration. Moi je voulais vous parler un petit peu plus de l'angle justement des changements en lien avec l'employabilité qu'il y a eu dans les derniers mois. Donc nous c'est sûr qu'on est dans le binaire, donc je vais vous parler de notre réalité plus terrain, mais je suis prête à dire que ça pourrait s'étendre à Chaudière-Appalaches avec les communications qu'on a eues avec nos partenaires, là, vraiment plus au niveau là, de la région. Donc, c'est sûr que le plus gros impact qu'on a eu, c'est vraiment là, la limitation à 10% dans les entreprises pour les travailleurs étrangers. Nous, on a des entreprises que ça fait des années qui travaillent à faire venir une main-d'œuvre étrangère à travailler. On a plusieurs qui ont investi aussi dans la construction de logements pour ces travailleurs-là. Donc, c'est des gens qui sont établis ici. C'est des entreprises qui ont travaillé fort pour faire venir cette clientèle-là. Et c'est des gens qui se sont francisés, qui, là, doivent perdre leur emploi puis se retourner, là, un petit peu bredeux vers d'autres instances. Puis, au niveau des services en employabilité, nous, dans le fond, on a des conseillères en emploi, là, qui accompagnent les travailleurs étrangers puis leurs conjointes ou leurs conjoints, là, à se placer sur le marché du travail. Donc, on fait de l'accompagnement en recherche d'emploi, on fait de la traduction de CV pour ces gens-là depuis quand même plusieurs années. Mais depuis le 1er février, le Service Québec, dans le fond, les services d'aide à l'emploi ont été complètement coupés pour ces personnes-là. Donc, les gens qui arrivaient avec des permis de travail fermés, qui étaient accompagnés d'un conjointe avec des permis de travail ouverts, qui étaient en recherche d'emploi active,
dans le fond, ils bénéficiaient de nos services. Là, c'était autour d'une centaine de personnes par année qu'on voyait pour les aider à se placer dans le marché du travail. Bien là, ces gens-là n'ont plus du tout accès là, à nos services d'aide. Donc, c'est vraiment c'est ça, une mesure qui est arrivée aussi du jour au lendemain. Je pense qu'on a reçu là, l'avis comme 2 jours avant. On a dû complètement couper ce service-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui arrivent ici, ne savent pas vers où se tourner pour faire leur recherche d'emploi. Ils sont pas habitués avec nos coutumes d'employabilité. Donc, comment on le rédige, le CV au Québec, comment on se présente en emploi, ça ressemble à quoi une entrevue, comment on peut argumenter un peu qu'on est la bonne personne pour travailler dans l'entreprise. Donc, c'est toutes des choses qu'on offrait avant là, à la clientèle qu'on peut plus offrir. Donc, nécessairement, on remarque là, une perte démographique là, dans la région parce que les entreprises n'arrivent plus à accueillir ces personnes-là, puis nous, on n'arrive plus à les aider à se chercher de l'emploi. Puis, j'ai ma collègue Amélie là, qui travaille vraiment plus directement là, avec cette clientèle-là, qui va pouvoir parler plus de l'aspect individuel là, de ces gens-là. Le plus gros défi par rapport à ce que Laura nomme, en fait, je trouve, c'est parce qu'on reçoit énormément de préposés aux bénéficiaires dans notre région qui arrivent avec des conjoints qui ont des permis ouverts, mais qui sont temporaires. Donc là, c'est comme une clientèle qu'on ne peut pas accompagner à trouver de l'emploi. Puis je trouve que c'est vraiment eux qui sont comme visibles sur notre territoire qui écopent finalement. Donc, voilà, moi aussi, je suis Amélie, je travaille avec Laura, ça fait 8 ans, ça va bientôt faire 8 ans que je travaille comme intervenante en immigration. Actuellement, je suis attitrée à l'Afrique subsaharienne et à l'Ukraine et aux demandeurs d'asile, mais on travaille tout le temps un peu en collaboration avec les autres collègues. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que moi, dans le fond, j'ai la section services aux immigrants. Je pourrais vous dire que ça a créé un grand vent de détresse, de déprime dans notre équipe de travail. En fait, pour vous donner un exemple, l'année passée, en avril, je recevais 35 personnes à moi seule. On est en milieu rural, puis on était 10 à ce moment-là dans l'équipe d'immigration. Ce mois-ci, j'en suis à 7, incluant les enfants. Là, j'inclus les enfants qui sont nombreux quand même. Donc, c'est une baisse majeure. Ce qui génère finalement comme un peu une crise existentielle professionnelle à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, nous aussi, en tant qu'intervenants, on est passionnés, on adore ça, on est étudié, on est outillé, on est expérimenté. Mais auprès de qui, finalement, on va mettre cette expérience-là à profit? Donc, ça crée comme un vent de démobilisation. On a eu des départs. Ça crée... En fait, on a eu récemment une formation, un rappel sur la fatigue de compassion, mais toute la détresse, puis qu'on disait les pratiques, c'est Tamara qui nommait tout à l'heure la vision utilitariste et déshumanisante. Puis l'instabilité constante, ça crée énormément de stress, de précarité chez la clientèle, mais qui retombe directement dans nos bureaux, mais pour laquelle, au final, on vit totalement de l'impuissance. Là, il y a plein de choses auxquelles, finalement, on peut rien faire parce que c'est comme en dehors de nos mandats. Puis on pourrait peut-être apporter un volet de soutien psychologique, mais encore nous, en tant qu'organisme communautaire, les subventions qu'on a du MIFI ne sont pas pour apporter un soutien psychologique. Donc, on essaie de référer, mais le système est embourbé. Puis les personnes immigrantes aussi, par exemple, la clientèle avec laquelle je travaille, qui est de l'Ukraine ou de l'Afrique subsaharienne, n'ont pas dans leurs coutumes ou dans leurs habitudes d'aller voir quelqu'un pour recevoir un service d'aide de soutien psychologique. Donc, finalement, ça crée des gens qui sont vraiment en détresse sur le territoire. Je voulais aussi nommer que auparavant, depuis 2018, quand je suis arrivée, on faisait beaucoup d'activités interculturelles. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'était pas du tout parce qu'on pouvait rejoindre environ une centaine de personnes à chacune des activités qu'on faisait, qui avaient lieu tous les mois. Puis les gens, nous, tu sais, c'est ça, on est dans une région rurale, on a des villages de 600 habitants, il n'y a pas de transport en commun, les gens vivent de l'isolement, mais la possibilité de pouvoir se réunir, c'était pour eux vraiment toute la création de leur réseau social. C'était de sortir de l'univers qui est tout le temps boulot, dodo, boulot, dodo, là, c'était comme, hey, aussi amis, aussi plaisir, aussi rééquilibre d'un sentiment de bien-être interne, mais ça a tout été coupé. Donc, c'est ça, on voit vraiment qu'est-ce que ça fait. Je constate aussi plus le phénomène, tu sais, nous, en milieu rural, la ghettoisation, on n'était pas vraiment là-dedans parce que on a des gens un peu de toutes les cultures, puis on n'en a pas beaucoup par village. Mais là, on sent que finalement, tu sais, ils travaillent ensemble. Par exemple, ils sont tous du Cameroun. Ils travaillent ensemble, ils dorment ensemble à la même maison, mais finalement, tu sais, ça va rester
à la coutume camerounaise, là, il y a plus on peut moins parler là, d'une intégration ou d'un métissage culturel. Donc, ça, c'est nouveau. Puis, on le voit beaucoup dans nos écoles secondaires aussi, le phénomène de ghettoisation qui était moins là avant, où les élèves même, tu sais, n'arrivent plus à aller fréquenter des élèves de d'autres familles québécoises quand ils arrivent le soir, puis que leurs parents avaient des amis qui étaient d'origine du Québec. Donc là, c'est ça, on voit là, la ghettoisation entre les afro-descendants, les latinos, les élèves québécois, puis une moins grande intégration, surtout dans les écoles secondaires. Voilà. Regarde. Mais pour juste apporter un vent de nouveautés, justement, nous, on a eu à se réinventer dans notre service aux immigrants parce que finalement, c'est comme si on ne sert plus à rien vu qu'il y en a moins. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler. Là, on travaillait beaucoup en survie. Il y en avait tellement qui arrivaient qu'il fallait comme trouver des logements, les masses, les RAMQ. Tu sais, on était tout le temps dans la poutine d'urgence. Mais là, on peut vraiment travailler sur une intégration de fonds. Donc, on est en train d'orienter nos services vers dans le fond, c'est ça, tout sensibiliser, travailler en partenariat avec les communautés puis les entreprises pour plus des pratiques plus inclusives, travailler sur toute la relation homme-femme pour diminuer les situations de violence conjugale dans les familles qu'on accompagne, outiller les parents à la parentalité, comment qu'elle est envisagée ici pour diminuer les enjeux puis les entrées de la DPJ dans les familles. On veut former aussi plus à la communication interculturelle des deux côtés, les personnes issues de l'immigration et les personnes québécoises, pour qu'on arrive à utiliser un vocabulaire qui est adapté, un débit, etc. On veut former les intervenants de notre région, de tous les organismes communautaires, des écoles, de la petite enfance, etc., à l'approche interculturelle, qui est une posture à intégrer, qui favorise aussi toute cette intégration-là. Puis voilà, on continue dans les écoles aussi. Là, c'est vraiment une mission là, pour diminuer le phénomène de la ghettoisation des élèves. Voilà.